Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo consacrée à un de mes auteurs favoris, donc Stephen King, et en particulier son pseudonyme, Richard Bachman. Il s'avère que la semaine dernière, j'ai relu avec un plaisir immense Running Man. Je ne l'avais pas lu depuis une bonne vingtaine d'années. Et j'avais oublié à quel point c'est une œuvre remarquable, sous-estimée, je trouve. Et puis donc ça m'a motivé pour continuer à lire du Richard Bachman. Donc là c'est chantier, j'ai quasiment fini. Il faut savoir que Richard Bachman n'a pas fait long feu. King l'a créé en 1977 et le dernier livre paru du vivant de Richard Bachman, c'est La peau sur les os en 1984. Effectivement, il n'a pas fait long feu parce qu'un bibliothécaire avait remarqué donc une grande accointance dans le style entre King et puis Richard Bachman, et il a poussé son investigation assez loin puisqu'il a été jusqu'à la bibliothèque du Congrès pour vérifier des documents officiels qui sont accessibles au public. Et il a remarqué effectivement que les royalties de Richard Bachman étaient directement transférées à Stephen King. Donc il a contacté l'éditeur, il y a même Stephen King qui a contacté le bibliothécaire, il l'a même félicité, il lui a accordé une interview. Voilà, donc ça a sonné en fait la fin de partie pour Richard Bachman. D'ailleurs, pour poursuivre un petit peu dans les comparaisons sportives, ce choix de pseudonyme a été motivé pour deux raisons. La première, c'était il souhaitait remettre son titre en jeu, Stephen King. Il souhaitait s'assurer que le succès de l'ouvrage était dû à son talent et non pas à son nom. Et puis il y a aussi le fait que, vous le savez très bien, Stephen King a un rythme de travail de stakhanoviste, c'est-à-dire que de 8h à 17h, il bûche sans s'interrompre, ça l'a même esquinté la santé. Donc publier un livre par an, ça suffisait pas en fait à épancher toute sa créativité. Et puis les éditeurs étaient plutôt réticents de publier plus d'un livre par an, parce qu'il y avait un risque de lasser le public, et encore aujourd'hui, il y a toujours une certaine méfiance sur quelqu'un qui a une productivité aussi forte. Ça peut sous-entendre qu'il bâcle le travail, qui traite ça vraiment par-dessus la jambe. Alors là, pas du tout. On pourrait presque le rapprocher en fait à un artisan qui, plus il avance, plus il peaufine son art. C'est pas le seul écrivain qui est aussi prolifique et utilise des pseudonymes. Il y a Donald Westlake. Donc Donald Westlake, il a dû, lui, par contre, pour des raisons économiques, créer ce pseudonyme de Richard Stark. Donc Richard Stark, c'est l'auteur des Parker. Donc c'est pulp, voilà, des polars très rugueux, brefs, concis, comme je les aime, et qui ont été déclinés pas mal de fois au Cinoche. Vous avez Le Point de non-retour avec Lee Marvin, Payback avec Mel Gibson, plus récemment il y a eu Parker avec Jason Statham. Donald Westlake, donc il a eu besoin de créer ce Richard Stark pour tout simplement pour pouvoir gagner sa croûte en fait. Et il a aussi donc travaillé pour différents éditeurs, donc voilà, pareil, un stakhanoviste du travail. Tout comme Georges Simenon, l'auteur des Maigret, au début de sa carrière, il avait utilisé, je crois, une bonne dizaine de pseudonymes. Le plus connu, c'était Sim, tout simplement. Il avait écrit de courts livres érotiques. Donc la quantité, là, n'est pas variable avec la qualité, tant mieux. Ceci dit, on peut voir aussi une différence stylistique entre Richard Bachman et les autres œuvres de King. Donc, comme Richard Stark, ce sont des livres qui sont quand même plus ramassés. Vous voyez là l'épaisseur de Running Man. Et puis, il y a un ton beaucoup plus désespéré, une vraie défiance envers les autorités. Celui qui en parle le mieux finalement, je vais vous citer, ça c'est un livre que m'a donné un pote réalisateur, Arthur Corras, que je remercie. C'est un recueil de textes universitaires. Donc généralement c'est pas quelque chose dont je suis très client, mais il s'avère qu'il y a quelques plumes de grands talents, dont une analyse de Jean-Daniel Breck, qui a donc écrit sur le cas de Mr. Bachman. D'ailleurs, il a intitulé son étude « L'étrange cas du Dr. King et de Mr. Bachman ». C'est pour ça que j'ai pompé son titre, gros salaud que je suis. Alors, prisonniers d'un engrenage sur lequel ils n'ont aucune prise, ils n'ont d'autre ressource que d'affronter la mort de la façon la plus digne possible. Bachman est un auteur bien plus pessimiste que King semble l'être, et il allait le prouver dans son Chant du cygne, qui allait être également son premier roman d'horreur. Là, il cite La peau sur les os. Alors effectivement, dans les livres que je vais vous conseiller de Richard Bachman, et ça on le retrouve parfaitement dans Running Man, c'est que le roman il est structuré par un compte à rebours,
qui part de 100 et qui mène donc jusqu'à l'inéluctable. J'appellerais ça plutôt une mécanique, une horlogerie funèbre. Donc ce côté compte à rebours, on le trouve aussi bien dans Chantier, avec l'échéance ou donc d'un propriétaire qui refuse de céder sa maison à un promoteur, La peau sur les os, avec la perte du poids, et puis évidemment Marche ou crève, où de 100 candidats, à la fin il peut en rester avec un seul. Donc cette fatalité, elle est très prégnante, elle transparaît, et c'est ce qui, d'ailleurs, je crois, contribue au côté page-turner de ces livres, c'est-à-dire on ne peut pas s'empêcher de continuer à avancer dans la lecture, de tourner les pages. Running Man, c'est d'ailleurs un livre que je recommande pour ceux qui se disent rétifs à la lecture, voilà, qui ne lisent pas souvent, qui ont peur de décrocher. Là, c'est juste pas possible. Les chapitres sont extrêmement courts, hein. Parfois, ça fait juste une demi-page. Et puis, c'est que de l'action. Voilà, c'est écrit à la voix active. On enchaîne, il n'y a absolument pas de temps mort. Donc, pour débuter, Running Man, c'est vraiment impeccable. Si vous avez surtout des souvenirs du film avec Schwarzenegger, eh bien, je peux vous dire que vous allez l'oublier très très vite. Je suis pas un grand fan du film de Schwarzenegger. C'est pas un film qui a accompagné mon enfance. D'autant plus que je regrette qu'il n'y a pas du tout l'espèce de hargne, la colère de l'auteur contre ces institutions. Il faut savoir que le livre, ça se passe dans un futur dystopique où l'économie s'est effondrée, ça a creusé les inégalités entre les riches et les pauvres. Et puis donc le personnage principal, il s'appelle Ben Richards, c'est un chômeur qui vit dans un appartement insalubre. Et puis surtout, sa fille, il a un bébé qui a contracté une grippe dont la fièvre ne baisse pas. Elle a absolument besoin d'un médecin, de soins médicaux, probablement des antibiotiques. Et donc le seul moyen en fait d'avoir de l'argent pour la soigner, c'est de participer à ce jeu télé. Donc c'est dans un futur où les écrans sont omniprésents, on abrutit la masse en fait avec des programmes, un petit peu comme les émissions de Cyril Hanouna. Donc ce jeu s'appelle La Grande Traque. Et la Grande Traque, il suffit tout simplement de survivre 30 jours, parce qu'on envoie des chasseurs pour vous exécuter. Si vous passez l'échéance des 30 jours, vous gagnez une énorme somme d'argent. Et s'il y a autant de candidats, malgré la dangerosité du jeu, c'est que tout simplement, à chaque heure de survie, la production vire une belle prime à la famille. Donc il se dit que c'est un moyen qui est efficace. Là, vous voyez tout de suite la différence avec le film avec le Schwarzenegger, hein, parce que Schwarzenegger, c'est un militaire, et le jeu, il y va pas volontairement, en fait, hein, on le capture pour le plonger dedans. Et puis surtout aussi, ça se présente sous forme d'arène ou des petits bouts de quartier, tandis que dans le livre, c'est à l'échelle du pays, en fait. Il peut traverser les États sans problème. Il faut juste qu'il laisse des messages vidéo, voilà, il a une petite caméra avec lui. Bref, un livre très prenant, très divertissant, et puis avec un final explosif comme je les aime chez King. Donc les finales explosifs, évidemment, ça représente une très grande partie de sa bibliographie. Je vous renvoie à l'explosion de la chaudière dans Shining, donc le livre, hein, pas le film de Kubrick, à Dome. Et là, je trouve aussi que c'est parmi l'une des plus belles phrases finales. Je vous la lis. Une pluie de feu s'abattit à des kilomètres à la ronde, illuminant la nuit comme la juste colère d'un dieu courroucé. Là, on change carrément d'échelle, c'est presque cosmique. Ensuite, on passe avec Marche ou crève. Le Marche ou crève, attention, là, on est sur un des chefs-d'œuvre, un des nombreux chefs-d'œuvre de Stephen King. Je pense qu'il est absolument indispensable que les collégiens ou les lycéens l'étudient. Je pense que ça pourrait même accrocher, pareil, des gamins qui se disent aussi peu enclins à la lecture. Je pense que ça les accrocherait bien davantage que le Père Goriot de Balzac. Nécessaire, parce que ça pourrait les sensibiliser en fait au danger du totalitarisme, et puis aussi leur donner des notions d'empathie, d'entraide. Je vous résume très brièvement le livre. Donc c'est un petit peu comme Running Man, c'est-à-dire on est dans un futur dystopique, voilà, où il y a aussi un jeu qui a lieu chaque année, et par contre là les candidats ce sont uniquement des mineurs, ce sont des ados. Et le jeu s'appelle La Longue Marche, qui consiste tout simplement à faire marcher ces gamins de façon ininterrompue. Celui qui aura résisté jusqu'au bout, il peut en rester qu'un seul, eh bien il a gagné une énorme somme d'argent, ça se traduit par plusieurs milliards de dollars quand même.
Il y a 3 avertissements, on appelle ça des tickets, pour ceux qui ralentissent ou qui cherchent à s'arrêter. Donc, il y a un avertissement, un ticket, le deuxième ticket, puis le troisième, c'est ce qu'on appelle le ticket pour l'au-delà, c'est-à-dire une balle dans la tête, parce que ce groupe, en fait, est suivi par des militaires avec une Jeep. Donc, évidemment, c'est extrêmement glaçant. Il y a ce moment que j'aime énormément, on reconnaît en fait la profonde humanité de Stephen King. C'est quand un de ses enfants qui a le cœur sur la main, qui est extrêmement apprécié par ses camarades, qui est très gentil, il n'arrive plus à suivre, et puis au bout du troisième avertissement, évidemment, il se fait exécuter. Et les enfants se mettent d'accord que le vainqueur du jeu, eh bien, il garde une partie de l'argent gagné qu'il donnera à la famille de l'enfant. Et ça, c'est quelque chose qui me touche, qu'on voyait déjà aussi dans Running Man, dans un passage où Ben Richards, en fait, il est accueilli par une famille de Noirs qui vit dans les bas-fonds, et ils vont l'aider à cacher, ils vont le nourrir. Ce qui est étonnant, c'est que Marche ou Crève n'a jamais été adapté au cinéma. Ça m'étonne d'ailleurs, parce que franchement, il n'y a pas plus inhygiénique que de voir des gens qui marchent. Ensuite, on enchaîne avec Chantier. Alors Chantier, je vous le dis carrément, c'est un de mes livres préférés. C'est sans doute dans le top 3 de Stephen King. Je vous remonte la couverture. J'adore les couvertures de chez J'ai lu. Vraiment, évidemment, ça me renvoie aux années 90. Et c'est dommage qu'on fasse plus des couvertures comme ça. Quand vous regardez par exemple la couverture de La peau sur les os, voilà, fait triste mine. J'aime ces couvertures parce que je leur trouve un petit côté un peu naïf, voilà, ça renvoie un petit peu à l'ambiance des EC Comics qui étaient dessinés notamment par Richard Corben, par le côté un petit peu humour macabre, le grotesque, voilà, il y a on voit parfaitement l'effroi du personnage, par le choix des couleurs aussi. Ça me rappelle Richard Corben, qui n'a pas écrit, qui n'a pas dessiné que des EC Comics. Il a dessiné pour Hellboy, et puis aussi ce monument de la bande dessinée, et c'est pas mon pote Arthur qui vous dira le contraire, La Fin, donc l'ultime aventure du Punisher, avec donc ces sourires carnassiers. Ça me rappelle aussi un petit peu les cartes à collectionner Kratos, qui faisait fureur à l'époque et qui était même interdite dans certaines écoles. Bon bref, Chantier, c'est l'histoire d'un homme qui refuse de céder sa maison à un promoteur. En fait, tout le quartier est parti, tout va être rasé pour construire une bretelle d'autoroute. Et on va comprendre en fait avec différents flashbacks que ce personnage-là, il s'accroche à sa maison parce que c'est sans doute la seule fois où il peut contrôler quelque chose. Toute sa vie lui a échappé. Il a perdu son emploi. Sa femme l'a quitté. Et puis l'épreuve ultime, c'est la perte de son enfant. Son enfant n'avait pas 10 ans, qu'il est décédé d'une tumeur au cerveau. Donc il y a souvent une métaphore avec un tableau électrique et les plombs qui sautent. Le personnage sent qu'il est en train de vriller. Toute la colère de tous ces drames qui se sont cumulés ne demande qu'à exploser. D'ailleurs, il va chez l'armurier faire le plein d'armes automatiques, de fusils d'assaut. Il va aussi acheter des explosifs. Et donc complètement truffer sa baraque et qu'il ne souhaite pas laisser à ce promoteur, à ces autorités institutionnelles. C'est glaçant, c'est bouleversant, c'est pareil, ça se lit très bien, c'est une accessibilité. C'est quelque chose que je trouve absolument génial en fait chez des auteurs comme entre King et Simon, c'est leur capacité à traduire visuellement en peu de phrases une atmosphère. C'est peut-être pas pour rien que ce sont des auteurs donc, qui sont autant traduits dans le monde, qui sont autant adaptés au cinéma. Et puis Simon et King aussi ont tous les deux une très grande empathie pour leurs personnages, souvent issus de la classe ouvrière ou des classes modestes. King a beaucoup bourlingué en fait, avant d'être un écrivain à succès. Il a travaillé dans une blanchisserie notamment. Et puis King a aussi précisé dans Anatomie de l'horreur, qui est aussi un livre que je vous recommande comme écriture mémoire d'un métier, c'est qu'il avait remarqué l'appétit du lectorat
pour raconter vraiment le quotidien des personnages, leur métier. Ça contribue à l'identification et c'est quelque chose aussi qu'on retrouve très souvent chez Simon. Voilà, donc chantier, lisez-le. Un final aussi qui est plein d'une forme d'ironie et d'amertume, car il faut savoir que cette fameuse bretelle d'autoroute, eh bien en fait, elle ne mène à nulle part. Il fallait juste que la mairie justifie le budget qui avait été accordé cette année-là pour les travaux et pour espérer avoir le même budget l'année prochaine et espérer donc que le vote leur serait favorable, il fallait justifier ces travaux. Et donc la construction de cette bretelle d'autoroute qui ne sert strictement à rien, et ça me renvoie à un film français avec François Cluzet que j'aime beaucoup, donc au sujet différent, mais pareil sur des travaux qui en fait n'est qu'un prétexte. C'est À l'origine de Xavier Giannelli, un film extrêmement touchant dans lequel François Cluzet campe un escroc qui se fait passer pour un chef de travaux et qui va donc être enfermé dans son mensonge. Il va mener ce projet jusqu'au bout et c'est un projet en fait qui va être accueilli favorablement par la ville parce que c'est une ville qui est gangrénée par le chômage. Et puis finalement, on pourrait presque citer d'autres films encore, hein, avec ces histoires de maisons qui est un dernier rempart sur une civilisation qui se transforme. Par exemple, Le Chat avec Jean Gabin et Simone Signoret, qui est un drame psychologique très touchant aussi, et dans lequel on voit que la maison de Gabin, c'est la dernière chose qui subsiste dans ce quartier qui est complètement détruit pour en faire autre chose, c'est-à-dire des grands ensembles, des immeubles, des parkings, donc une certaine forme de déshumanisation. Voilà, et on termine par La peau sur les os. Donc La peau sur les os, c'est très fun. L'impact n'est pas aussi fort que les autres, en tout cas dans mes souvenirs. Là, on est plus sur le conte macabre, sur l'ironie. Je souhaitais quand même vous en parler parce que le pitch est étrangement similaire à Jusqu'en enfer de Sam Raimi. En faisant des recherches sur Internet, personne ne l'évoque et ça m'avait quand même assez bluffé, d'autant plus qu'à la fin des années 80, Dino De Laurentiis, le producteur, avait contacté Sam Raimi pour lui proposer une adaptation de Stephen King. Donc Sam Raimi a décliné parce qu'il ne se sentait pas capable de réussir l'effet d'amaigrissement du personnage. Donc il a décliné l'offre. Donc le pitch, il est très simple, hein, c'est l'histoire d'un avocat cynique et obèse qui renverse et tue accidentellement une gitane. Le mari de celle-ci va lui jeter un sort, il va lui dire maigri, et de jour en jour, en fait, cet avocat va perdre 1 kilo. Donc au départ, ça l'arrange bien, mais après, ça devient extrêmement dangereux pour sa santé, parce qu'il passe de mince à maigre et puis squelettique. Et puis la seule façon de conjurer ce mauvais sort, eh bien, c'est de renvoyer cette malédiction sur quelqu'un d'autre, et évidemment, ça va pas se passer comme prévu. Dans le film de Sam Raimi, c'est l'histoire d'une conseillère bancaire qui renverse et tue accidentellement une tzigane. C'est une conseillère bancaire qui avait refusé un prêt, et encore, c'est pas de la méchanceté, parce que en fait, elle était poussée par son patron qui lui dit que on ne fait pas dans le social. Et avant de décéder, cette tzigane, en fait, pareil, elle va lui jeter une malédiction, donc ça se traduit différemment, hein, par des tas de maléfices qui vont lui pourrir la journée. Et pareil, la seule façon d'arrêter ce sort, c'est en fait de l'octroyer à quelqu'un d'autre. Et évidemment, ça ne se passe pas comme prévu, d'où le titre Jusqu'en enfer. C'est quelque chose que je regrette, hein, que Sam Raimi n'ait jamais adapté Stephen King. Je pense qu'en fait, qu'il avait toutes les qualités requises. C'est un grand formaliste. Il a aussi une capacité de raconter des histoires et des personnages. Il a pu nous toucher avec intuition et un plan simple. Et évidemment, dans le domaine de l'horreur, on n'a rien à lui apprendre. Donc, et puis c'est un très très grand directeur d'acteurs aussi, Sam Raimi, et c'est donc toutes les qualités qui sont requises en fait pour adapter Stephen King. Franchement, ça pourrait même redémarrer sa carrière. Bon, ça s'est pas passé comme ça. J'ai appris récemment que Edward Wright, donc le réalisateur de Baby Driver, allait faire une nouvelle adaptation de Running Man. Pourquoi pas. Bon, après, je vous cache pas que je respecte sans problème ses films, mais je n'ai jamais été un très grand fan. Je trouve qu'il manque peut-être, mais je peux me tromper, hein, maintenant, avec de la bouteille, peut-être qu'il a une colère rentrée. Moi, je préfère qu'on soigne là, franchement, le fond pour Running Man que la forme. Si on peut faire les deux, c'est encore mieux. Je vous encourage à regarder Le Prix du danger, donc l'adaptation d'Yves Boisset, qui est directement issue en fait de la nouvelle de Robert Shockley.
qu'on trouve, je ne me rappelle plus, mais enfin, dans la vidéo, vous allez voir le titre du livre. Voilà, c'est une nouvelle qui est très courte, hein, qui fait une dizaine de pages, et qui a servi de base donc, pour le film avec Gérard Lanvin. Gérard Lanvin qui est très crédible dans le rôle d'un chômeur furieux et qui donc se rebelle comme ça contre l'autorité. Voilà, donc le film de Boisset, franchement, vous pouvez le regarder, il est ressorti en DVD récemment. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Lisez absolument ces livres, en particulier Chantier et Marche ou Crève. Donc Running Man, bah, ça s'adresse vraiment à ceux qui n'osent pas franchir le pas et sont peut-être un petit peu intimidés par la longueur des textes. Running Man, encore une fois, c'est très court et ça se lit tout seul. Voilà, je vous dis à très vite avec un nouveau concept qui sera beaucoup plus régulier. J'espère que ça vous captera. En attendant, likez, partagez, enfin faites les trucs habituels sur YouTube. Vous connaissez le Schimblick mieux que moi. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao!